Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Florence Delem dans le sommet équilibre et guérison. Alors Florence va nous parler, a choisi comme thème de sa conférence la maladie, une expérience pour mieux se connaître. Alors Florence, elle a un parcours très atypique et très riche et donc, tu es, Florence, psychologue clinicienne et après tu vas nous expliquer que tu as, un parcours beaucoup plus riche qui ne s'arrête pas qu'à la psychologie. Donc je vais d'abord te laisser te présenter. Eh bien, bonjour, bonjour Isabelle, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Eh bien, donc j'ai 56 ans et des poussières. Je suis née à Paris et j'ai d'abord commencé mon parcours de vie par des études, d'économie. Donc j'ai un master d'économie, de marketing. Ensuite, j'ai débuté ma carrière, dans l'industrie du luxe, chez Chanel comme cadre. Donc j'ai managé des gens, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été beaucoup stressée. Et ensuite, 7 ans plus tard, j'avais commencé une psychothérapie. J'ai senti que j'étais pas à ma juste place, ça correspondait pas à mes valeurs profondes et donc j'ai décidé de reprendre des études, de psychologie clinique et de psychopathologie à l'université. Avec le souhait, je voulais être, psychologue humanitaire. Donc moi, je voulais aller sur les terrains de guerre et donc je me suis spécialisée dans la prise en charge, du psychotrauma. Et évidemment, je me suis passionnée pour l'anthropologie parce que, aller travailler avec des personnes d'une autre culture, ça veut dire, comprendre ces personnes-là et dans quel milieu elles ont vécu, dans quelles croyances elles ont, voilà, quelles croyances elles ont, quelle culture elles ont. Donc j'ai fait ces 5 ans d'études et puis, je les ai complétés par, puisque je me suis rendu compte qu'en psychotrauma, moi, j'avais beaucoup, appris, à travailler avec une approche psychanalytique puisque j'étais à l'université Paris 7 à Paris qui est très, très psychanalytique et j'ai bien vu qu'en travaillant avec des personnes, étrangères qui avaient pas facilement accès à la langue française, c'était compliqué de faire une psychanalyse et que pour traiter le trauma, c'était, insuffisant. Donc je me suis formée aussi en hypnose, en PNL, programmation neurolinguistique, en EMDR, pour avoir un éventail de pratiques, plus large que ce que m'avaient donné, mes études, plus théoriques à l'université. Donc, effectivement, donc le parcours est quand même très riche. Alors, à présent, je vais te demander pourquoi tu as accepté mon invitation à venir, à intervenir dans le sommet équilibre et guérison. Alors moi, ce qui m'a intéressée, justement, déjà, il y avait le mot guérison, donc moi très vite, quand j'ai commencé à travailler comme psychologue, en libéral, je me suis posé la question parce que j'ai travaillé beaucoup avec des victimes de trauma, et puis j'avais vraiment ce sentiment que les personnes, quand elles vivaient et notamment beaucoup de victimes de viol, d'inceste et cetera, de trauma aussi, de trauma de guerre. J'avais vraiment l'impression qu'une partie de la personne, était morte, en fait. Bon, on appelle ça le clivage en psychologie, et de me dire: «Mais en fait, je on perd une partie de cette personne et on n'arrive pas à la retrouver, à la ramener, en fait, en elle». Et c'est vrai que, ça m'a questionnée. J'avais parfois un sentiment d'impuissance et de me dire: «On peut pas complètement guérir, la personne psychologiquement. Il y aura toujours des traces de ce trauma et on revient pas complètement de l'enfer, hein», parce que ces gens-là avaient vécu l'enfer. Moi, je le perçois comme ça. Et puis, par la suite, j'ai fait l'expérience, moi aussi, de la maladie, grave puisque j'ai eu 2 cancers et donc ma quête, au-delà de comment est-ce que je peux tout guérir chez mes patients en psychologie, après ça a été de me dire: «Est-ce qu'on peut guérir de tout aussi physiquement? Est-ce qu'on revient de maladies graves, complètement?» Donc la question de la guérison dans le sommeil, évidemment, elle me parle parce que c'est devenu vraiment ma quête personnelle et professionnelle de: «Est-ce qu'on peut guérir de tout? Est-ce qu'on peut revenir de tout ça?» Voilà. Et donc l'autre, mot dans le sommeil, c'est l'équilibre. Oui. Et c'est vrai que l'équilibre, pour moi, c'est global. C'est pour ça que même avec mes patients en psychothérapie, j'ai vraiment une vision holistique de la santé et de la guérison parce que c'est avant tout, perdre ou retrouver un équilibre. Pour moi,
tomber malade psychologiquement ou physiquement, c'est à un moment donné perdre un équilibre. C'est faire en sorte que l'harmonie qui devrait y avoir, psychologiquement ou physiquement, est rompue et donc c'est comment retrouver cet état d'équilibre et l'équilibre, c'est précaire. Quand on est en équilibre, on voilà, c'est toujours, quelque chose où on va à tout moment, on peut tomber. Donc c'est comment, en permanence, avoir, des pratiques ou des accompagnements qui nous permettent de retrouver cet équilibre et ensuite de le maintenir et ça, quand on maintient cet équilibre, on est pour moi dans la guérison. Je sais pas si je suis claire. Si, si, tout à fait, tout à fait. Alors justement, on va aller plus loin, on va essayer de comprendre un petit peu le parcours de quelqu'un qui est malade et notamment, bon, au travers de ton expérience du cancer, tu vas pouvoir nous expliquer parce que souvent quand on tombe malade, qu'on a en plus une maladie, on apprend, le diagnostic tombe, on a une maladie grave, notamment un cancer, bah, on comprend pas. Souvent c'est, on ne sait pas ce qui arrive, c'est la stupéfaction et c'est le fameux pourquoi. Pourquoi je suis tombée malade? Pourtant, j'ai l'impression de bien manger, je mange bio, je fais de l'activité physique, enfin, je fais ce qu'on nous dit de faire pour être en bonne santé. Pourquoi ça tombe sur moi? Donc là, tu vas pouvoir un petit peu nous étayer tout ça pour qu'on arrive à mieux comprendre au travers de ton expérience. Tu as dû toi-même vivre ce pourquoi et comment tu as fait pour avancer malgré tout. Oui, c'est vrai, tu as complètement raison. C'est-à-dire quand on m'a annoncé le premier cancer, moi j'avais 39 ans, je venais d'être maman depuis 1 an et demi. Comme tu dis, j'avais quand même, j'ai toujours été soignée en médecine alternative, naturelle, je mangeais bio, je faisais du sport, bon, j'ai vécu des moments de stress dans ma vie, mais comme j'allais dire tout humain qui se respecte, on peut pas vivre dans une bulle. Donc c'est vrai que pour moi, c'était incompréhensible, il y avait pas d'antécédents, familiaux. Donc vraiment, lors du premier cancer, c'était devenu vraiment une question, obsédante pour moi. Pourquoi? Pourquoi je suis tombée malade? À quel moment il y a le petit grain de sable qui s'est mis dans les rouages et qui a fait que ma vie a pris cette direction jusqu'à tomber gravement malade? Parce que c'est cancer du sein, grade 3, très enfin voilà, qui flambait, non hormonodépendant, donc c'est des cancers qui savent pas trop soigner. Donc c'est vrai que, je ne comprenais pas. Je comprenais pas, donc j'ai cherché dans tous les domaines, au niveau transgénérationnel, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait faire de la psychophanie, on te fait écrire comme ça enfin, c'est ta main qui écrit automatiquement sur un clavier d'ordinateur. Donc je suis remontée, ça s'est ressorti des mémoires de guerre de ma famille. Enfin, vraiment, j'ai essayé de comprendre, avec les outils ésotériques que j'avais déjà depuis l'enfance, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, je pense qu'on ne trouve jamais le pourquoi d'un symptôme. C'est très compliqué et on peut vraiment, hem, tomber dans la culpabilisation, en fait, de se dire: «J'ai fait quelque chose de pas bien». Et moi, le truc qui m'a vraiment, et j'avais tendance à le dire avant, hein, avant d'être malade, de dire: «Ah bah, la personne, elle s'est fait son cancer, elle s'est fait sa dépression», comme si on se la fabriquait nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement violent de dire à des gens qui sont malades, que, ils se sont fait leur cancer, et de dire: «Je suis responsable de ce qui m'arrive». Oui, peut-être en partie, mais aujourd'hui, si je prends le cas du cancer, hein, mais il y a plein d'autres maladies, on est entouré de polluants. Je veux dire, moi, j'ai fait des analyses très poussées de sang, j'avais plein de métaux lourds dans le corps. Donc un cancer, il peut se fabriquer à partir de métaux lourds. Les métaux lourds, c'est pas un problème psychologique, c'est que mon corps, il éliminait pas bien les métaux lourds ou que j'ai été exposée à des métaux lourds à un moment donné dans ma vie, par rapport à un environnement. Donc on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive. Donc chercher le pourquoi, parfois, je trouve, amène à, culpabiliser les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne fais plus pour moi et que je ne fais pas non plus pour les autres. C'est multifactoriel quand on tombe malade. Donc, chercher absolument à trouver un sens aux symptômes. Moi, je l'ai fait, hein, vraiment le premier cancer, ça a été ça, c'était ma quête de comprendre pourquoi. Et puis, ben, j'en parlais à mon oncologue, j'arrivais avec des hypothèses, il me disait: «Oui, ça peut être ça, puis ça peut être ça», j'avais perdu ma grand-mère, j'avais perdu une amie chère, quelque temps avant, donc ça a pu être des déclencheurs, voilà, il y a tout ça. Mais je n'ai jamais su pourquoi exactement et encore moins puisque j'ai récidivé, 4 ans et demi après et j'avais fait
tout comme il faut. J'avais fait la chimio, j'avais fait les rayons, j'avais fait l'opération, j'avais fait de l'acupuncture, j'avais changé mon alimentation, j'avais vu des chamans, des guérisseurs, donc j'avais vraiment essayé de me guérir à tous les niveaux parce que je pense en effet que la guérison, elle n'est pas que sur le plan physique, elle est sur le plan, émotionnel, énergétique, psychologique, transgénérationnel et cetera. Donc je pense qu'on peut guérir sur différents plans et que c'est ça trouver l'équilibre, c'est d'arriver à se libérer sur différents plans. Mais pourtant, le cancer est revenu au même endroit, pareil, aussi fort, enfin, donc comme si j'avais rien fait, en fait. Et donc là, je me suis dit: «Bon, je cherche pas le pourquoi du comment. C'est comme ça, la maladie est revenue» et ce qui s'était passé entre le premier et le deuxième cancer, c'est que, j'avais découvert ou redécouvert la voie chamanique. Ça, j'en ai pas parlé au début sur, ma présentation et ça a vraiment changé complètement la donne, dans ce chemin de guérison et de résilience. C'est que je me suis ouvert à un chemin spirituel et ça a été vraiment très puissant pour moi. Et c'est pour ça que j'utilise aussi ces pratiques, avec mes patients aujourd'hui. Donc le fait d'apprendre à partir en état d'expansion de conscience, rencontrer mon animal de pouvoir, un guide spirituel, d'avoir une communauté autour de moi avec qui j'ai fait des expériences quand même assez extraordinaires d'un point de vue spirituel, ça m'a vraiment permis d'aborder la deuxième maladie très différemment que la première fois. Et au lieu de chercher le pourquoi, je me suis concentrée sur comment je peux aller bien. Comment je peux redonner un sens à ma vie après ces épreuves? Parce que c'est des épreuves traumatiques, la maladie. Au-delà de l'épreuve physique, c'est traumatisant psychologiquement puisque on se confronte à la question de la mort, de notre finitude et ça, personne n'est prêt à se confronter. On sait qu'on va tous mourir, mais c'est différent quand on a une maladie grave où on se dit: «Peut-être que dans 6 mois, je ne serai plus là» et donc c'est vrai que moi, après, je me suis plus concentrée sur Comment, comment guérir, mais surtout comment modifier ma manière d'être au monde? C'est ce que m'a appris la pratique chamanique en me disant: «Les chamans, les peuples premiers, ils ont un autre rapport au monde qui n'a rien à voir avec le rapport au monde qu'on a en tant qu'occidental» et donc ça m'a ouvert, l'esprit, sans jeu de mots, puisqu'on travaille avec des esprits aussi, avec le chamanisme. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a élargi la réalité, voilà, la relation que j'avais avec la réalité, la vision que j'avais du monde et de la réalité. Et puis, voilà, ça m'a ouvert au fait qu'il y a des choses qui peuvent être travaillées aussi dans l'invisible, en énergétique et cetera. Même si j'étais déjà initiée au Reiki, très jeune, hein, mais ça a vraiment ouvert quelque chose du champ des possibles que je n'avais pas, au départ, quand j'ai eu ce premier cancer. Donc ça a vraiment été cette ouverture sur la voie spirituelle, ça a été je pense que c'est vraiment ça qui m'a guérie. Et en fait, alors je reviens, c'est très intéressant ce que tu nous partages, alors j'imagine très bien une personne donc qui est en rémission, parce que tu expliques bien aussi la différence entre la rémission et la guérison, donc tu pourras un peu en parler parce que tu l'as vécu, mais entre ces 2 cancers, donc on a l'impression en t'écoutant que le deuxième cancer, tu l'as parce que ça doit être très difficile quand tu as l'impression d'aller mieux, puis subitement ça revient. Donc là, c'est à nouveau un choc, vous essayez de encore revivre tout ça et là, tu le dis, bah, oui, mais entre-temps, bah, j'étais partie sur la voie chamanique et ça m'a aidée. Donc comme si l'impression ça s on a l'impression que, bah, ça s'est fait un petit peu de façon plus douce, le 2e cancer et après tu expliques pourquoi. C'est ça que je trouve, très intéressant. Donc ça peut être une voie, que tu peux, aussi donc, pour d'autres personnes qui sont justement dans ces situations-là, avec des récidives, notamment dans un cancer. Donc j'aimerais que tu nous expliques un petit peu parce qu'on entend beaucoup parler: «Je suis en rémission» et là, toi, je sais que tu l'expliques bien par rapport à la rémission et la guérison. Alors, c'est vrai que mon oncologue ne m'a jamais dit, on se connaît depuis, de 2009, on est en 2025. À chaque fois que je fais une IRM, il me dit pas: «Tu es guéri». Il me dit: «Rémission complète, rémission totale». Voilà, rarement, je sais pas, il y a d'autres gens peut-être ont des oncologues qui disent guérison, mais moi, on m'a jamais dit guérison. On m'a dit rémission. Alors moi, j'aime entendre dans le mot rémission, remission. Voilà, quelle est ma mission? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Heu
Parce que la guérison, de toute façon, comme je l'ai dit, on va tous mourir un jour. Donc, on est tous en train de mourir. Après, c'est une histoire de délai, j'allais dire. La Oui, maladie, je pense que à peu près tout le monde va être confronté à un moment donné à la maladie, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. À un moment donné, je connais pas de gens qui échappent à ça dans leur mmh, vie. On meurt rarement en bonne santé. Il y a forcément un truc à un moment donné qui a perdu l'équilibre qui fait que le cœur s'arrête, même si on n'a pas une grave oui, maladie. Donc si on part de ce principe-là, on est tous plus ou moins en rémission finalement, si on pourrait voir la chose comme ça. Et donc pour moi, la guérison, au début, pour moi, voilà, la guérison, c'était absence de maladie, heu, voilà, c'est-à-dire que je suis plus malade, je serai plus malade et tout est OK. La rémission, ça donne quelque chose de quelque chose de plus dans l'impermanence et je trouve ça intéressant. La guérison, il y avait ce côté idéal pour moi de dire: «Bah, ça y est, je suis guéri, tout va bien, c'est reparti comme en 14 et tout va bien». Alors que pour moi, finalement, la rémission, c'est peut-être plus humble et c'est peut-être de se dire, justement: «Aujourd'hui, je vais bien, mais je dois préserver cet état d'être». Et je dois, c'est pour ça que le sommet, équilibre et guérison, ce mot équilibre, il est important et donc être en rémission, c'est maintenir un équilibre qui fait que une maladie ne va pas se redévelopper. mmh, Voilà, je ne sais pas si je suis claire parce que c'est vrai que c'est pas évident et donc aujourd'hui au début, je rejetais ce mot rémission. Je me disais: «Mais pourquoi on me dit pas que je suis guérie?» parce que ça laissait toujours cette épée Damoclès au-dessus de la tête oui, de se dire: «Bon, bah, je suis en rémission jusqu'à mon prochain IRM» et puis j'avais une vision. Au début, j'avais des IRM tous les 3 mois, puis après tous les 6 mois, puis tous les ans et donc ma vie, c'était une année. J'avais une vision d'un an. Je disais: «Là, je suis tranquille un an, je suis guérie un an, mais après, peut-être on va m'annoncer que je le suis pas». Donc là, maintenant, c'est plutôt de dire et toi, c'est ta question qui m'amène à cette réflexion-là, de dire finalement le mot rémission, il est beaucoup plus juste. Je suis en rémission, ça veut dire que tant que j'arrive à maintenir un équilibre psychologique et physique, eh bien, je ne retombe pas malade. Donc je suis guérie, mais je suis guérie dans un temps, qui est un temps, qui est le temps de l'impermanence. Au présent, je suis guérie. Peut-être dans 6 mois, je serai de nouveau malade, j'en sais rien. Alors du dos ou d'ailleurs, hein, pas forcément un cancer. Donc pour moi, finalement, on est tous en rémission. On pourrait regarder ça comme ça et que notre travail, c'est comment je maintiens cet état, d'équilibre en moi. C'est-à-dire soit je suis malade et je vais tendre à essayer de retrouver un état d'équilibre et peut-être que ça éloignera la maladie. Mais tu vois, par exemple, j'ai des gens parce que j'ai créé un accompagnement, à distance, les voies de l'intuition, pour justement aussi, transmettre un peu tous les outils et les pratiques que j'utilise avec mes patients en cabinet et aussi le chamanisme. Et j'ai une personne qui est rentrée récemment dans l'accompagnement, qui a un cancer extrêmement grave. Elle ne sait pas du tout si elle va s'en sortir. Voilà, métastasée et cetera et cetera. Et elle m'a dit: «Je veux faire ça, je veux faire cet accompagnement de 6 mois». Elle ne sait pas si elle a 6 mois devant elle, hein. «Je veux faire cet accompagnement parce que si je dois partir, je veux partir en paix et je veux le temps que j'ai, je veux redonner du sens à ma vie». Et moi, tu vois, quand j'en parle, ça me donne des frissons, ça me touche mmh, énormément qu'elle consacre ce temps, qu'elle se soit offert cet accompagnement, qu'elle ait envie d'apprendre, qu'elle ait envie de faire des pratiques, puisque dedans je mets des pratiques d'hypnose, des pratiques de PNL, des rituels, des initiations et pratiques chamaniques. Parce qu'elle m'a dit ça, elle me dit: «J'ai plus de chances de mourir que de vivre dans les mois à venir, mais je veux trouver un équilibre». Et c'est pour ça que moi j'aime à dire aussi, il y a des gens pour moi qui sont guéris. Ils vont mourir d'un cancer ou d'une autre maladie grave, mais ils sont guéris sur d'autres plans. Et puis il y a des gens qui en apparence vont bien et qui pour moi sont malades sur certains plans. Ça se voit pas. Ils sont malades spirituellement, ils sont malades énergétiquement et cetera. Donc c'est pour ça que la question de la guérison, aujourd'hui je la nuance. Au début j'étais vraiment très quand on est guéri, on n'est plus malade. Aujourd'hui je me dis: «Non, la guérison c'est un état ou la rémission, c'est un état d'équilibre et parfois on va se guérir sur certains plans et il y en a d'autres, c'est trop tard, le corps il est déjà trop atteint dans notre incarnation, mais par contre au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit, on a évolué en conscience et on a guéri sur ces plans-là. Donc aujourd'hui, toi, je nuance beaucoup cette question de la guérison
Et cette femme-là qui est venue à moi, ça m'a énormément touchée et je me suis dit: «Bah, c'est ça, en fait». Sinon les grands maîtres spirituels, heu, Bouddha, tous ces gens-là ne seraient pas morts, hein. Je veux dire si, le fait Oui. d'être très élevé spirituellement, de pas avoir de problèmes psychologiques et cetera et pourtant ils sont tous mortels. On ne connaît personne pour l'instant, d'immortel. Enfin moi, j'en connais pas personnellement. Donc c'est plutôt de se dire: «Qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui? Comment je reprends, mon libre arbitre? Qu'est-ce que je décide? Comment je peux me construire une vie qui ressemble à qui je suis à l'intérieur de moi?» Et savoir qui je suis à l'intérieur de moi et pour moi, c'est ça la vraie guérison, c'est je me libère de tout ce qui n'est pas moi. Je me libère de mon éducation, je me libère de tout ce qu'on a toutes les projections qu'on a faites sur moi, des injonctions de la société, je me libère d'un travail qui ne me convient pas, je me reconnecte aux rêves que j'avais il y a longtemps quand j'étais enfant et j'essaye de les réaliser. Pour moi, c'est ça la guérison, c'est aller vers qui on est, c'est trouver sa juste place à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur dans la société, dans notre famille. C'est vraiment trouver ça. Les Indiens toltèques, ils parlent de dédomestication. Ils disent: «Il faut apprendre à se dédomestiquer» et à redevenir quelque part, c'est pour ça que quand on travaille en chamanisme, on travaille d'abord avec l'animal de pouvoir, on trouve son côté instinctuel. Retrouver cette partie un peu sauvage, libre et instinctuelle qu'on a au fond de nous avant d'être allé à l'école, d'avoir écouté: «Tu dois faire ça, tu dois te tenir droit, tu dois pas manger, parler la bouche ouverte quand tu manges» et cetera et de retrouver cette liberté-là. Pour moi, c'est ça le chemin. En tout cas, moi, c'est le chemin que je fais mener à mes patients, hem, de retrouver ce centre en eux où quoi qu'il arrive autour d'eux, il y a ce que j'appelle l'œil du cyclone. Ils ont trouvé cette place à l'intérieur d'eux où il y a de l'amour, de l'estime de soi, de la puissance personnelle et une grande liberté et que quoi qu'il arrive autour, y compris la maladie, ça, c'est là et ensuite ils prennent des décisions à partir de là. Alors c'est, hem, en fait, ça peut sembler contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on nous dit, qu'on a tendance à faire. Bon, on est malade, on va vouloir faire taire le symptôme. Oui, ah bah oui, oui, surtout en médecine occidentale. Ah C'est oui, oui, ça, en je parle médecine de la médecine occidentale, occidentale, on hein. oui, oui, Des complètement. personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas fait ton chemin, initiatique, personnel, profond, disent: «Bah oui, on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On se sent pas bien, bah, on va chercher la solution à l'extérieur». Alors là, tu nous expliques qu'au contraire, on a tout en nous. C'est Alors oui, tout pardon, je te faut le laisse trouver, il faut le trouver, hein. Je dis bon, oui, c'est un cheminement aussi, oui. Mmh. c'est un cheminement, mais c'est différent. Donc c'est une approche qui est complètement différente et quand tu dis que justement, tu nous expliques que pour les chamans, tu expliques qu'en fait, dans ton tu expliques qu'en fait un chaman va avoir un événement douloureux, un traumatisme, il va considérer qu'on perd un bout d'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? C'est intéressant. Oui, alors, déjà les chamans, souvent on les appelle les guérisseurs blessés. Parce qu'on voilà, on a tendance à dire: «Ah mais il est malade, c'est qu'il prend pas soin de lui, il prend pas soin d'elle» ou ceci, cela. Alors qu'un chaman souvent, il est passé par la maladie physique ou mentale. On dit même qu'il a pu être foudroyé par la foudre et il est pas mort. Il est en rémission. Mais un chaman a été blessé souvent. Donc on dit: «C'est le guérisseur blessé». Ce qui veut dire le chaman, on parle de la maladie du chaman. On voit des fois des jeunes en Mongolie, qui tombent dans les pommes, qui s'évanouissent, qui sont pas bien, qui sont tout le temps malades, qui ont des phénomènes bizarres, inexplicables et souvent ce sont des futurs chamans. Donc comme quoi la maladie peut aussi nous ouvrir à autre chose, à un dépassement de soi et à ouvrir aussi des capacités, des compétences qu'on n'aurait pas développé sans passer par la maladie. Heu, alors en effet, les moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée en tant que psychologue avec mes patients puisque comme je te disais, face à des traumas très, très lourds, je ne savais pas, je me sentais impuissante. J'avais l'impression qu'une partie de la personne était morte et que je ne pouvais pas la récupérer. Et le chamanisme a répondu à cette question en disant, pour eux, en effet, quand on vit un événement douloureux, traumatique, il y a un petit morceau d'âme qui s'échappe dans une autre réalité. Bon là, je parle en termes chamaniques, hein. Voilà, il y a des gens qui vont dire: «Mais non, c'est pas possible qu'un bout d'âme s'en aille». Je parle vraiment dans la croyance, dans la manière de penser des chamans.
Et donc, le travail du chaman, c'est de partir en état d'expansion de conscience, de faire un soin à la personne et aidé d'un esprit allié, spécialiste des recouvrements d'âme, il va récupérer le bout d'âme, il va l'insuffler dans la poitrine, du patient et la personne va retrouver petit à petit son unité. Voilà. Donc c'est vrai que, si on compare en psychologie, moi j'ai beaucoup de patients qui arrivent avec des addictions, ils viennent pas pour ça, mais ils me disent: «Ah au fait, là, j'abuse un peu de l'alcool ou je fume des joints tous les matins» ou voilà, donc avec des drogues ou d'alcool, enfin qui est aussi une drogue, hein, pour moi et au fur et à mesure du travail thérapeutique, ils me disent: «Ah mais en fait, je fume plus de joint. Ah bah là, j'ai réduit ma consommation d'alcool. J'ai plus besoin d'aller boire un verre», et cetera. Donc il y a une en fait, quand il y a des vides narcissiques, quand, on a manqué d'amour, quand on a vécu des choses difficiles, ça crée des failles à l'intérieur de nous et on les remplit. On dit: «La nature a horreur de vide». On les remplit par des choses, y compris des addictions, mais y compris des symptômes, y compris ça peut être une maladie. Moi, mon gynécologue m'avait dit, voilà, ça le cancer, la tumeur, elle vient remplir un vide aussi. Voilà, alors après je suis pas en train de dire, on a toutes les réponses en nous, on peut être que dans l'auto-guérison et on va soigner un cancer avec des tisanes, hein. Moi je suis pas du tout là-dedans. Premier cancer, j'ai fait opération, chimio, rayon. À côté, je faisais acupuncture, phytothérapie, compléments alimentaires, et cetera, et cetera. 2e cancer, j'ai pas dit: «OK», je me suis juste dit: «La chimio, ça n'a pas marché» et mon oncologue m'a dit: «En effet, le cancer a été résistant à cette chimio, donc en effet, ça ne sert à rien d'en refaire». Ça avait pas trop évolué la chimio en 4 ans et demi, ils avaient pas fait de grands progrès, donc ils avaient pas d'autre chose à me proposer. On pouvait encore m'irradier un peu le sein, parce que j'avais gardé mon sein, donc j'ai fait de l'acurie-thérapie. Là, c'est avec des aiguilles, qui transpercent le sein et qui sont irradiées et pas les rayons. Donc j'avais encore le droit à un petit pourcentage d'irradiation, on va dire. Donc j'ai fait de nouveau, on a enlevé une opération, on a enlevé la tumeur qui était petite puisque j'avais été, on l'avait vue sous IRM, donc ça a permis de le voir rapidement. Elle a été enlevée, j'ai fait la radiothérapie et puis à côté, j'ai continué à faire ce que je fais d'habitude, nettoyer le corps, bah, de tous, les choses que j'avais reçues, comme produits chimiques avec, l'opération, les rayons et cetera, voilà et j'ai continué à faire mes pratiques chamaniques, à faire des soins, à recevoir des soins et cetera. Donc pour moi, enfin ça a été mon parcours, hein et si les gens veulent se soigner autrement, c'est vraiment chacun sa liberté. Mais pour moi, ça a été à la fois j'ai pris des choses extérieures, mais le cheminement, j'allais dire de me guérir sur tous les plans, il s'est fait à partir de l'intérieur. Voilà, ça a été vraiment un accompagnement. Alors j'ai vu un thérapeute qui m'a fait de l'EMDR aussi, hein, donc c'est le mouvement, c'est comme ça qu'on traite les traumas donc on fait, avec le mouvement oculaire des yeux, qui permet de resynchroniser le cerveau et de traiter le traumatisme. Donc moi je me suis pas limitée. C'est-à-dire je me suis dit: «Voilà, mon corps est atteint, je traite le corps avec les outils de notre médecine occidentale et puis psychologiquement ça m'a atteint donc bah, j'ai été suivie par mon psy à ce moment-là. J'en ai vu un qui m'a fait de l'EMDR par rapport à la peur de la mort. Et puis, bah, il y a tout eu l'aspect, énergétique avec le chamanisme, et spirituel, où du coup, c'était de me dire: «Comment je reprends le cours de ma vie après ça?» heu, comment j'ai envie de reprendre le cours de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette vie, de ce rab? Parce que j'ai vécu ça, comment on me donne du rab à chaque fois, les rémissions, bah, j'aurais pu mourir et je suis encore là, donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Je me suis lancée dans l'écriture, j'ai écrit 6 livres, ils sont pas encore édités, mais bon, je pense que je vais m'en occuper l'année prochaine. Voilà, ça a ouvert le champ de plein de choses. Je rêvais d'être écrivaine, beh, je me suis pris du temps pour écouter mes rêves et c'est ce que je fais avec mes patients, je m'accroche à leurs rêves. Quand ils arrivent en dépression, qu'ils ont plus le goût de rien, si ce n'est peut-être de se dire: «Comment je vais me suicider?» parce que là, on parle de la maladie physique, mais on peut parler de la maladie psychologique et Dieu sait que la santé mentale, aujourd'hui, est très mise à mal en France et ailleurs. Les gens arrivent en cabinet de psy, vraiment dans des états de souffrance extrême et quand ils ont déjà essayé les médicaments, ils se disent: «Tiens, je vais peut-être aller voir un psy» et c'est pareil. Donc c'est vraiment comment redonner du sens à sa vie. Donc si le symptôme, en effet, on va pas l'éliminer, on va se dire: «Voilà, j'ai un symptôme qui est arrivé dans ma vie, physiquement ou psychologiquement. Il a quelque chose à me dire. Je vais pas trouver forcément la réponse à pourquoi cette maladie est arrivée, mais je peux me dire
comment, à partir de maintenant, puisque ça m'a mis à l'arrêt, ça m'a empêché de vivre ma vie comme je la vivais avant, comment j'ai envie de poursuivre ma vie? Est-ce que j'ai envie de la poursuivre pareil, de reprendre les mêmes choses qui m'ont conduit à ce déséquilibre, ou est-ce que je fais un pas de côté, j'observe ma vie et je me dis qu'il y a des choses qui vont pas. Voilà, c'est plus ça, et donc après c'est vraiment un travail de se connaître soi-même, de se dire: «Je vais me construire la vie qui ressemble à qui je suis profondément, une fois que je me suis libérée de ce qui ne m'appartient pas ou de ce qui n'a plus, que je n'ai plus à porter». C'est-à-dire des choses qu'on a vécues dans le passé et qu'on n'a plus à porter, des charges émotionnelles, il y a des traumas, on peut s'en libérer aujourd'hui, il y a plein de pratiques pour s'en libérer et on n'est pas obligé de porter ces fardeaux-là toute sa vie et d'être agi par ces fardeaux-là toute sa vie. On peut vraiment se libérer de beaucoup de choses et je dirais même de tout, si on le souhaite. Donc moi, ce que j'entends et qui est très fort, c'est, ta vision de la maladie comme, qui n'est pas une fin en soi. Parce que Non, souvent ça peut être un début. voilà, c'est ça et c'est-à-dire voir le cadeau derrière. C'est Comment ça initie, c'est pour moi, voilà, c'est initiatique. C'est sûr que soit on le vit et on est victime des événements oui. qui nous arrivent dans la vie, quels qu'ils soient, hein. On parle de maladie et de guérison, mais ça peut être un accident, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses et on se sent victime. Soit on se dit, heu: «Il m'est arrivé quelque chose de mal, je le vis comme ça». Mais comment je peux le vivre comme une initiation? Vous prenez n'importe quel héros de roman, de film. Moi, j'ai revu il y a pas longtemps, je suis fan d'Harry Potter avec ma fille, on s'est revu la saga Harry Potter. Bon, bah, le pauvre, il part mal dans la vie quand même, hein, puis il en a des obstacles. Il va même mourir et ressusciter. Donc c'est aussi de se dire la maladie, c'est une petite mort, mais pour, s'ouvrir à, une autre partie de vie où on se dit: «Bon, je fais le reset et je redémarre à 0». Plus, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de ça et en quoi ça a été initiatique pour moi? Parce que la plupart du temps, et c'est surtout dans notre monde occidental, je sais pas, on est sur des rails comme ça, on s'arrête pas. On s'arrête pas, voilà, on est dans un train qui fonce à toute vitesse et et puis voilà, on fait des études, on trouve son job, on se marie, on fait des enfants, on construit sa maison, on part en vacances, enfin et puis on se pose plus la question de: «Mais est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ça dont mon être essentiel a besoin pour s'épanouir, pour, évoluer?» Et puis la maladie, bah, c'est être, d'un seul coup, d'être jeté du train. On se retrouve sur un quai de gare, on voit des trains, des gens qui montent dans plein de trains, puis il y a plus de train pour vous, il y a plus de direction. Et à un moment donné, avant de sauter dans un train comme ça, qui passerait devant vous, c'est de se dire: «Mais j'ai envie d'aller où? J'ai envie de donner quelle direction à ma vie aujourd'hui?» Et c'est ça que je vois avec les personnes qui vivent des moments difficiles. Moi, j'ai des personnes qui sont harcelées au travail, qui font des burn-out, qui viennent me voir, qui sont en dépression, qui sont arrêtés 6 mois, 1 an, et au début, c'est très dur. Ils se disent: «Je sers à rien». Ils osent même pas dire qu'ils sont en arrêt. C'est la honte de plus avoir de vie sociale, de plus avoir de vie professionnelle. Ils culpabilisent et puis moi, à un moment donné, je leur dis: «Mais on va profiter de ce temps qui vous est donné par la maladie pour explorer qui vous êtes». Et là, ça change la donne. D'un seul coup, on change de point de vue si on aborde la maladie comme ça, en disant: «C'est une chance». C'est très dur de se le dire. Moi, la première personne qui m'a dit: «Remercie ton cancer», c'est Tchurla, une chamane bolivienne avec qui j'ai reçu des enseignements pendant 12 ans, qui a vécu des choses terribles en Bolivie quand elle était jeune parce qu'il y avait la dictature. Elle a été réfugiée politique en Suisse et la première fois que je l'ai vue, elle m'a fait un soin dans une baignoire, hein, c'est les bains à Aymara, on travaille avec les éléments, l'eau, la terre, la lumière, le feu, et quand on a déjeuné ensemble avec les autres gens qui étaient venus recevoir un soin, elle m'a dit, c'était déjà le deuxième cancer, hein, quand je l'ai rencontrée, voilà, je luttais pour retrouver mon équilibre et éloigner ce deuxième cancer, et elle m'a dit: «Remercie ton cancer», et l'autre chose qu'il m'a dit, qui était perturbant, c'est que souvent quand on tombe malade, on dit, ou qu'il nous arrive un événement douloureux, on se dit: «Pourquoi moi?» Mmh. En victime, et elle vous répond toujours là: «Pourquoi pas toi?» Voyez? Et là, d'un seul coup, vous dites: «Ah!» Oui. Voyez? On commence à voir les choses autrement, et c'est vrai que comme elle avait vécu des choses très violentes et c'est une personne qui est vraiment dans la résilience et l'amour pour son prochain, alors qu'elle a été victime de torture dans son pays, emprisonnée et cetera. Je me dis: «Elle avait le droit de me dire:
remercie ton cancer. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis: «Oui, ça a été vraiment ça m'a permis un saut quantique dans ma vie, dans au niveau de ma conscience, ces 2 épisodes de maladie». Et c'est ce que j'essaye d'insuffler aussi aux personnes que j'accompagne, c'est de dire: «Voilà, ce temps-là, qui vous est donné par la maladie, heu, comment vous avez envie de l'utiliser?» Et finalement, le plus grand voyage et la plus belle expérience qu'on puisse faire dans l'incarnation, c'est de rencontrer qui on est vraiment. On peut faire plein d'expériences à l'extérieur, mais si on ne sait pas qui on est, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Donc pour moi, c'est ça, la guérison, ça serait, même si on va de toute façon mourir, c'est de se dire: «Voilà, je sais qui je suis et j'ai vraiment essayé de me créer une vie qui me permette d'incarner la personne que je suis profondément et authentiquement». C'est une très belle, définition de la guérison. Je la vois comme ça aujourd'hui, ça évoluera sûrement encore, mais en tout cas, je la vois comme ça et c'est comme ça que j'ai envie de montrer le chemin aux personnes qui sont, comme je dis, dans la nuit noire de l'âme, qui veulent se suicider ou qui vivent une maladie extrêmement grave, un handicap, voilà, qui fait que, c'est compliqué, c'est plus difficile pour eux de vivre dans ce monde et de dire, «Il y a toujours de la lumière et elle est à l'intérieur de nous» et en fait, l'idée, c'est d'aller trouver cet espace à l'intérieur de nous où il y a toujours cette petite bougie. Ça fait peut-être un peu bisounours ce que je raconte, mais c'est trouver l'amour en soi, ne pas l'attendre de l'extérieur, et donc développer une estime de soi et reconnaître qui on est et qu'on a fait de notre mieux et que franchement, on est courageux parce que l'incarnation, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et encore, on est dans des pays où, on est quand même des enfants gâtés, il faut pas l'oublier. Il y a des pays en ce moment qui vivent des choses terribles et qui n'ont pas, le loisir de se poser la question de la vie, de la mort, de l'équilibre et de la guérison. Donc on a cette chance-là, on peut se faire accompagner par des gens, qui ont déjà fait le chemin, qui ont des outils, des pratiques, des connaissances qui peuvent nous aider, que ce soit dans le milieu purement médical, que ce soit dans tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est médecine alternative, que ce soit dans la psychologie. On a un éventail de possibilités pour se faire aider et pour que quelqu'un vous aide à faire le chemin à côté de vous, pas à votre place, mais à côté de vous pour dire, heu: «Bah, tiens, regarde, moi je vois de la lumière là, je vois des belles choses». Moi je m'accroche toujours aux rêves de mes patients. Moi j'ai un patient, que je suis depuis quelques mois, qui avait pas de choses particulièrement graves, personne qui vous contacte suite à une rupture sentimentale et qui est pas bien, vous voyez? Pas de choses forcément très, très graves. Enfin, c'est grave pour la personne à ce moment-là et on a discuté, au début de qu'il aimait faire de la voile et je me suis accrochée à ce truc. Je me suis accrochée à ce truc et cet été, il est parti faire un mois seul. Au début, il voulait y aller avec une copine, tout ça et en fait, il est juste parti avec son chien sur son voilier et il a mais fait un bond en termes de conscience, il a arrêté les addictions qu'il avait. C'est incroyable ce qu'il a vécu juste en se remettant en connexion avec son rêve, avec la nature, avec du temps où il était pas dans son business, dans les soirées, les choses comme ça. Juste ça et c'est incroyable et aujourd'hui, on ouvre un espace spirituel avec lui. Jamais j'aurais imaginé il y a 6 mois, l'initier aux pratiques chamaniques, hein, mais même pas. Il voulait même pas faire de l'hypnose, il avait peur et aujourd'hui, il s'ouvre à cette dimension spirituelle de son être et ça, mais c'est magnifique à voir. Moi, je suis heureuse de voir que les gens, petit à petit, ont envie de s'ouvrir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, parce qu'ils sont d'abord allés se rencontrer eux-mêmes. Alors nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview, de cette conférence passionnante. Alors je voudrais te demander que tu précises, par exemple, personnes qui nous écoutent, donc tu es donc psychologue clinicienne, tu nous as parlé de chamanisme, donc quelqu'un par exemple qui vient te voir, comment tu concilies les deux, tu peux un peu nous expliquer comment entre ta pratique de psychologue clinicienne et puis tu as vraiment une approche très holistique. Par exemple, si on reprend la maladie, une personne malade qui vient te voir, un peu, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer? Alors, j'ai des gens que je reçois, au cabinet qui est une cabane dans les arbres, hein. Mon cabinet, c'est la cabane aux rêves.
je suis en Savoie et donc c'est déjà, c'est un lieu un peu à part, il déjà, il soigne en lui-même ce lieu et donc je reçois dans mon cabinet, mais j'ai beaucoup de gens en visio aussi. J'arrive à faire exactement le même travail. J'étais un petit peu, heu, timorée sur ça au départ en me disant: «Est-ce que je vais pouvoir faire, toutes les pratiques que je fais en présentiel?» Et oui, franchement, comme j'ai des patients qui sont à l'étranger, aussi des gens parfois qui sont dans la dépression profonde et sortir chez eux, c'est juste pas possible. Donc voilà, des gens qui habitent pas très loin, mais qui ne peuvent pas sortir de chez eux, donc on fait en visio. Donc j'arrive à faire exactement le même travail en visio que je le fais en présentiel, donc ça, c'est bien. Et en fait, en général, je commence par évidemment, il y a toujours une séance où la personne va me raconter un peu son histoire, pour que je vois un petit peu les événements majeurs de sa vie, comment elle me les raconte, si elle est vraiment dans la position de victime ou si elle se rend même pas compte qu'elle a été victime, enfin et cetera. Donc ça, c'est souvent la première séance, on prend le temps de ça et puis très vite, j'intègre, souvent je commence par l'hypnose. Alors c'est pas toute la séance, hein. Moi, je fais des hypnoses qui peuvent être très courtes, puis des hypnoses plus longues et j'ai remarqué que c'était important avant j'allais dire de s'attaquer aux ombres et à ce qui est lourd chez la personne, son histoire et des événements traumatiques, déjà d'aller renforcer son estime d'elle-même. Donc je travaille avec l'hypnose, j'ai différentes séances d'hypnose, donc on le fait ensemble et comme moi j'enregistre les séances d'hypnose, la personne je lui donne, enfin je lui envoie sa séance d'hypnose, donc entre 2 séances avec moi, elle peut continuer à travailler en hypnose et donc au bout d'un moment, elle a plein de séances d'hypnose qui lui appartiennent et elle peut les continuer à les utiliser même quand elle sera plus en thérapie avec moi. Donc en général, je travaille d'abord sur l'estime de soi et la puissance intérieure. Parfois, j'intègre dès ce moment-là, quand la personne sait que je travaille avec les pratiques chamaniques et qu'elle est ouverte à ça, qu'elle cherche pas une psy classique, j'allais dire, et qu'elle est venue vers moi parce qu'elle sait que j'ai cette ouverture-là. Parfois, on fait, une mini initiation chamanique où je lui apprends alors moi, je travaille avec le son du tambour, hein, qui fait partir le cerveau en ondes thêta, donc on part en état de transe, chamanique. La personne, elle est allongée, on est dans la pénombre. Moi, je tape du tambour et on peut le faire en visio aussi et elle apprend à faire un voyage chamanique et à rencontrer son esprit allié principal qui est son animal de pouvoir. On parle souvent d'animal totem, mais l'animal totem, c'est pour une communauté. Donc son animal de pouvoir, déjà, ça lui ramène de la force, de la protection et ça développe ses intuitions, sa connexion à ses intuitions. Donc ça, je le fais des fois au départ et je le fais par la suite, hein. C'est pas il y a pas forcément d'ordre, hein, je fais vraiment en fonction de la personne et puis après, on va travailler à libérer les charges émotionnelles en lien avec des événements du passé. Parce que tant heu, on est encore agi dans son présent, on dit souvent: «Oui, ça passe avec le temps». Non, non, les choses, elles passent pas avec le temps. Un trauma, il passe pas avec le temps, il se renforce. On développe une névrose traumatique. Donc moi, je vois des gens qui ont eu un trauma à 20 ans, ils arrivent à 60 ans, ça fait 40 ans qu'ils sont sous antidépresseurs et ils vont extrêmement mal. Parce que la charge émotionnelle du trauma, elle est toujours active 40 ans après. Voilà, donc là, pour moi, l'important avant d'aller dans des voies spirituelles, avant de se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie?» c'est libérer les charges émotionnelles en lien avec des événements de son histoire et on revisite l'histoire et là, je travaille avec l'hypnose régressive, la PNL, je peux faire des rituels, je travaille aussi avec des rituels d'écriture. L'écriture, c'est très puissant aussi pour libérer des choses et évidemment, il y a aussi la voie chamanique, si à ce moment-là, je pense et que la personne est ouverte à ça et puis voilà et puis après, bah, il y a tout ce qui est rapporté, retrouver qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient vraiment à la personne, renforcer ça. Voilà, donc moi je travaille toujours avec ça en mélangeant les pratiques, parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant avec les états d'expansion de conscience, c'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que juste à parler de sa vie, à chaque séance. Donc Mmh. j'ai une écoute psychanalytique parce que, même pour diagnostiquer et cetera et puis entendre comment les gens, ont grandi, comment ils ont introjecté des identifications, tout ça. J'ai toujours ce bagage, psychanalytique qui me sert, moi, dans ma lecture de ce qui se passe. Mais par contre, dans mes pratiques, je passe très, très vite, dès la deuxième séance, souvent à l'hypnose et cetera et je vois, bah, tout de suite la personne, elle retrouve un peu de force, ça lui permet d'avoir des moments de détente, où elle coupe avec le mental et cetera et cetera et après, ça, c'est les gens que j'ai en individuel
Et puis, donc l'année dernière, j'ai voulu créer un accompagnement à distance qui se fait sur 6 mois, que j'ai appelé les voies de l'intuition et où vraiment dedans j'ai mis je fais passer les gens par 4 portes, hein, donc un peu pareil. C'est-à-dire la première c'est la puissance où les personnes, alors elles ont du contenu en autonomie, mais par contre, voilà, il y a des lives de groupe, où on fait des pratiques de groupe ensemble, des pratiques chamaniques, des pratiques d'hypnose. Elles ont 4 rendez-vous avec moi individuels sur les 6 mois d'une heure et demie, 2 heures, hein. Je suis pas très avarde de mon temps, où on peut voilà, où je vais les orienter, je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. C'est pas: «Je vous envoie du contenu puis vous débrouillez». Je suis vraiment très, très présente tout le long de l'accompagnement. Donc c'est vraiment un chemin de transformation et c'est vrai que les premières personnes qui ont fini, l'accompagnement, j'étais étonnée parce que justement je pensais que ces personnes-là allaient me dire: «Bon, bah, maintenant je sais où est ma juste place dans la vie, je vais quitter mon mari, je vais quitter mon boulot, je vais déménager» et cetera. Et c'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est elles ont trouvé la place à l'intérieur d'elles-mêmes et elles me disent: «Je sais qu'il y a des choses qui vont bouger autour de moi, mais là, je sais que je suis à ma juste place et je suis bien là-dedans». Voilà et ça, je me suis dit: «Waouh, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à des changements extérieurs» et du coup, elles ont une sérénité qui font qu'elles savent qu'il y a des choses qui vont évoluer, que ce boulot-là, elles vont pas continuer à le faire, mais elles sont plus dans le dire: «Il faut que je change ça à l'extérieur». Il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur et qui s'est aligné, en fait et c'est ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que je m'attendais pas à ça en créant cet accompagnement de et j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues avec ce même résultat. Voilà, donc mais je vais dire dans les 2 cas, je propose la même chose, c'est juste le format qui est différent. Les gens qui veulent être en individuel, ils sont en individuel, mais je vois que je fonctionne de la même façon. Voilà et je fonctionne beaucoup avec l'intuition parce que la voie chamanique, je suis pas seule en fait quand je suis face à des patients, je suis très entourée dans le monde invisible et donc ce sentiment d'impuissance que j'ai eu pendant très longtemps, je ne l'ai plus. Alors ça veut pas dire que je suis dans la toute-puissance et que je suis pas humble face à la souffrance et la complexité de la psyché humaine. Je suis toujours, enfin toujours, touchée par les histoires qu'on me raconte. Hem et je des fois, vraiment mon cerveau, il est en ébullition, enfin, je sais pas si c'est mon cerveau ou autre chose parce que j'essaye de trouver le fil à tirer, pour avancer avec la personne et parfois, oui, je me fais des nœuds à la tête, mais je vois bien que, ce que j'ai appris avec Chourla, enfin d'être dans une présence bienveillante, d'être dans l'amour, d'être dans la lumière, d'aimer les gens qui viennent me voir. En fait, moi, j'aime mes patients. On dit: «Il faut être dans une neutralité, bienveillante». Je suis pas du tout dans une neutralité. Moi, j'aime les gens qui viennent me voir. Je pourrais pas travailler avec des gens que je n'aime pas et je pense que ça se ressent aussi. J'ai de la compassion parce que je suis aussi passée par des choses difficiles et même si c'est pas les mêmes choses, je me mets à leur place et après, bah, j'ai des intuitions parce que, bah, toutes ces connexions que j'ai développées, avec notamment la voix chamanique, elles sont là, en fait et elles m'aident à guider la personne sur un chemin de résilience. En tous les cas, c'est magnifique, de t'écouter, de voir vraiment que la maladie, c'est vraiment une expérience, pour mieux se connaître. Alors pour le petit mot de la fin, donc je vais te laisser, terminer. Je vais juste te poser une question. Si par exemple tu rencontres une femme, qui comme toi a eu le même parcours, enfin qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein, qu'est-ce que tu elle se sent perdue, elle a l'impression que son univers s'écroule. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est dur ça! Ah, Heu, c'est la petite oui, question. oui, non, j'aurais envie de dire plein de choses, mais bah, déjà, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. C'est pas moi, cancer et ça voulait dire mort, hein, donc c'était quand même très, c'est tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Heu, il y a plein de choses, tu peux faire plein de choses. En fait, c'est vraiment l'idée de dire: «Tu as le choix. Ne te laisse pas déposséder de ton libre arbitre. Tu as le choix. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui vas sentir ce qui est juste ou pas pour toi, mais tu peux te faire accompagner. Ne reste pas seul, parce que la maladie souvent ça ça isole, hein. Il y a souvent une désertification qui se fait naturellement. Là, on peut compter ses amis sur les doigts d'une main et encore. Donc voilà, c'est comme si c'était, on pouvait le transmettre. Donc c'est en tout cas, demande de l'aide, heu,
Va vers les gens qui te font du bien. Choisis, prends le temps parce que souvent on est quand on nous annonce, notamment un cancer, moi je sais que le temps se rétrécit. Il faut prendre des décisions très vite. On nous dit: «C'est ça, ça, ça». Moi, j'ai pris le temps d'aller voir 3, 4 oncologues différents et Dieu sait que c'est pas évident d'avoir des rendez-vous et j'ai choisi mon oncologue. J'ai quand même fait de la chimio, mais j'ai choisi quelqu'un qui était profondément humain, qui m'écoutait. J'arrivais avec des questions, des fois stupides, de dire: «Est-ce que j'ai le droit de prendre un chat? C'est pas gênant si je suis malade?» Enfin, voilà, c'était une façon de vouloir contrôler, ce qui se passait. Donc c'est vraiment d'écouter, heu, son ressenti, de faire confiance en son ressenti. Moi, j'ai des gens actuellement qui me disent: «Est-ce que vous pensez que c'est bien que je refasse une IRM?» Je dis: «Si vous pensez que c'est important pour vous, faites-le, demandez, faites-le». Même si on vous dit: «Mais non, on a fait il y a 3 mois». Vous le sentez. C'est vous qui savez, qui sentez ce qui se passe dans votre corps ou dans votre esprit. Donc mais on peut se sortir, on peut guérir de tout. On peut guérir de tout, mais comme je dis, sur différents plans. Donc, avoir une maladie physique, ça veut dire aussi aller revisiter qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comment on est psychologiquement et être mal psychologiquement, c'est aussi, se dire: «Mais comment je mange? Comment je dors? Qu'est-ce que je regarde, à la télé? Qui je fréquente?» C'est tout ça. C'est vraiment, heu avoir cet aspect, bien sûr qu'il y a des choses, des traitements à faire et cetera, si on choisit cette voie-là, mais c'est embrasser sa vie d'une manière plus globale et en tout cas, je lui dirais: «Apporte-toi de l'amour, ne sois pas trop dur avec toi. Il y a des moments, c'est très difficile, mais tu vas faire de ton mieux et tu as beaucoup plus de force que ce que tu peux imaginer. Tu as beaucoup plus, de toute façon, le courage, on n'a pas le choix, on doit en avoir, mais tu es beaucoup plus forte et je parle au féminin, mais bon, c'est une personne. Tu es beaucoup plus forte et puissante que tu penses l'être aujourd'hui et Bon, bah, ne laisse personne te déposséder de ça, en fait, hein, de ton libre arbitre et c'est toi qui décides parce que c'est ta vie. c'est un très beau, mot pour la fin. Donc je te remercie infiniment d'avoir été présente, pour cette conférence, dans le sommet Équilibre et guérison. Donc si vous voulez retrouver Florence, donc on va mettre tous les liens en dessous donc de cette, vidéo. Donc comme ça, si vous voulez en savoir plus, sur Florence, parce on aurait pu discuter pendant des heures. Tellement de choses à raconter, à partager, c'était passionnant. Un grand merci à toi. Merci Donc, Isabelle de m'avoir invitée. Merci, parce que ça l'occasion aussi même moi, ça continue à me faire, réfléchir sur ce qu'est la guérison, ce qu'est un chemin de résilience, la rémission, tout ça, ça m'a permis aussi de remettre des mots dessus et d'élaborer aussi pour moi autour de ça. Donc merci. bon, bah, je pense que ça aura aidé, beaucoup de personnes et aussi à avoir des nouvelles prises de conscience. Ça qui est très intéressant aussi et de voir la maladie différemment, quoi. Ouais, De tout à fait. voir, donc voilà. Bon, en tout cas, merci. Donc je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, bah, merci beaucoup d'avoir été là et à